Alors, sans plus tarder, nous allons débuter la présentation de ce webinaire. Mon nom est Nancy Galland, je suis directrice adjointe de la direction de la vaccination COVID pour les Laurentides. Et au nom de la direction, à mon nom personnel, il nous fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire concernant la vaccination contre la COVID-19 à l'intention des parents de 5 à 11 ans. Pour vous faire cette présentation, nous allons procéder comme suit. D'abord, une présentation d'environ 25 minutes et ensuite, ce sera suivi d'une période de questions que vous pourrez adresser à nos panélistes. Vous remarquerez que la session sera enregistrée. Ce sera à des fins de rediffusion sur le web. Alors, il n'y a pas là, il n'y a que les panélistes qui seront visibles. Donc, ça va servir, si vous souhaitez ensuite revoir une partie ou l'intégralité, ce sera accessible via notre site web. Vous trouverez au bas de votre écran, vous allez voir, il y a une bulle qui s'appelle « Discussion ». Si vous cliquez sur cette bulle-là, vous allez voir apparaître à droite de votre écran le fil de discussion. Ce sera le biais par lequel vous pourrez adresser vos questions. Ce sera bien important, par contre, vous allez voir dans le bas à qui s'adresse votre réponse. Alors, c'est important que vous cochiez « S'adresse à tout le monde ». Donc, nous, ça va nous permettre de prendre connaissance des questions et d'y répondre. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos panélistes. D'abord, je vous présente Mme Catherine Beaulieu. Alors, Catherine est chef de service à la direction de vaccination COVID. Elle est détentrice d'un baccalauréat en santé ainsi que d'une technique en soins infirmiers. Elle est gestionnaire dans le réseau depuis 2015 et elle a fait sa pratique principalement avec la clientèle pédiatrique et obstétricale. Je présente ensuite Dr Robert. Dr Robert est médecin de famille avec une formation postdoctorale en infectiologie. Il a travaillé 22 ans en santé publique, principalement dans le domaine de l'immunisation. Il est membre fondateur du Comité sur l'immunisation du Québec, dont il a été le premier secrétaire. Il y a siégé pendant 13 ans. Il a mis sur pied le programme québécois de surveillance des effets secondaires de la vaccination en 1990. Il a également été membre du Comité consultatif national sur l'immunisation pendant 4 ans et il a été secrétaire du Collège des médecins pendant 17 ans. Et depuis la dernière année, il s'est joint à la direction de santé publique des Laurentides dans le programme de surveillance des manifestations cliniques après la vaccination dans le cadre de la COVID-19. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à mes collègues. Merci, Mme Galland. Donc, vous avez devant vous le plan que nous allons suivre pour cette présentation. Essentiellement, je vais répondre aux 3 premières questions qui sont « Pourquoi faire vacciner mon enfant? Que faut-il savoir sur les vaccins et plus particulièrement le vaccin qu'on utilise chez les enfants âgés de 5 à 11 ans? » Mais si vous avez des questions sur les vaccins en général, ne vous gênez pas. À quel moment faire vacciner mon enfant? Et Mme Beaulieu va répondre aux questions suivantes. Comment bien préparer mon enfant et où et comment pouvoir prendre rendez-vous pour faire vacciner votre enfant. Et dans la deuxième partie, on va répondre, bien sûr, à vos questions. Donc, la première question qu'on peut se poser, diapositive suivante, c'est pourquoi faire vacciner mon enfant? C'est une question d'autant plus pertinente qu'avec le déconfinement et l'allègement des mesures qu'on vit actuellement au Québec, on a l'impression que la COVID-19 est un problème qui est finalement réglé et qu'on peut oublier. Malheureusement, ce n'est pas le cas et il existe au moins 2 raisons pour laquelle c'est utile de faire vacciner son enfant. La première, c'est pour le protéger lui-même et la deuxième, c'est pour protéger son environnement. Donc, même si la COVID semble actuellement sous contrôle, on voit au niveau international une résurgence de l'activité COVID. C'est le cas en particulier en Chine présentement,
ou si vous suivez l'actualité, il y a plusieurs villes importantes en Chine qui sont confinées présentement et qui font face à une éclosion de COVID, le variant Omicron qu'on a connu, nous, dans le temps des fêtes, entre le mois de décembre et jusqu'à maintenant. Et en Europe également, il y a une forme de résurgence, on le voit dans les Pays-Bas en particulier, où il y a une réactivation. Donc, la réponse à la question, est-ce qu'on va toujours être exposé à la COVID? Bien, c'est vraisemblablement oui, on va avoir à vivre avec. C'est un terme qu'on a entendu récemment dans les médias, apprendre à vivre avec la COVID. C'est une réalité avec laquelle on va devoir vivre dans les prochaines années. Ce qu'on a observé au cours des 2 dernières années, c'est qu'il y avait une forme de saisonnalité autour de l'activité COVID, c'est-à-dire que c'est surtout à l'automne et à l'hiver, ce qui n'est pas vraiment une surprise, où les infections respiratoires en général sont plus dominantes et la COVID va suivre exactement le même modèle. Il est très vraisemblable qu'à l'automne prochain, il y ait une réactivation importante de la transmission de la COVID et avec beaucoup de points d'interrogation. Y aura-t-il d'autres variants qui vont apparaître? C'est possible. Y aura-t-il nécessité de donner des doses de rappel? C'est également possible. Est-ce qu'on va viser davantage des groupes à risque? C'est également possible. Toutes ces questions-là sont actuellement en discussion et on continue à surveiller activement à travers le monde l'activité COVID qui va continuer à perdurer pendant quelques années. Une des questions qu'on observe et un des faits qu'on observe, c'est que l'enfant, généralement, subit moins les complications graves de la COVID que l'adulte. Mais il peut quand même en souffrir et même être hospitalisé, avoir les complications à long terme de la COVID, ce qu'on appelle la COVID longue. Et on sait qu'à peu près 30 des personnes qui font la COVID, qui vont avoir des symptômes qui vont perdurer au-delà de 3 mois après l'épisode initial. C'est ce qu'on appelle la COVID longue. Et combien de temps cet effet-là va durer? Les études sont en cours, on suit ces patients présentement et c'est le temps qui va nous permettre de répondre à ces questions. Il y a quelque chose qui touche particulièrement l'enfant, c'est ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome-là? En fait, c'est quelques jours après la fin d'un épisode aigu de COVID, l'enfant peut présenter un phénomène inflammatoire qui peut toucher beaucoup d'organes. Le cœur, les poumons, la peau, le rein et avoir éventuellement des manifestations qui vont nécessiter une hospitalisation qui peut durer quelques jours, avec des atteintes qui peuvent éventuellement avoir des effets graves et nécessiter un traitement en soins intensifs. On l'observe beaucoup et un peu plus avec la COVID. C'est quelque chose qu'on a suivi. Il y a eu plusieurs centaines de cas aux États-Unis de ce syndrome-là. On a eu au Québec même plusieurs hospitalisations avec le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Et généralement, on a eu un seul cas de ce syndrome chez des patients qui ont reçu le vaccin pédiatrique et on a un programme actif de surveillance sur lequel je reviendrai qui permet de voir que ce syndrome-là est extrêmement rare. Comme je vous dis, un seul cas observé après la vaccination, mais plusieurs enfants non vaccinés ont fait ce syndrome-là après avoir fait un épisode aigu de COVID. Donc, des complications à long terme, des complications à court terme après avoir fait l'infection et des hospitalisations ou des séjours aux soins intensifs dus à la COVID elle-même. Je vous rappelle que la COVID est causée par un virus qu'on appelle le SRAS-CoV-2, c'est-à-dire le syndrome un syndrome respiratoire aigu sévère. C'est un peu de la même famille du virus qu'on avait déjà connu avec le SARS-CoV-1 en 2003, certains vont s'en rappeler peut-être, à Toronto en particulier, qui avait été particulièrement touché par ce premier virus. Heureusement, ça n'avait pas donné une pandémie à travers le monde, mais son petit frère qui est apparu quelques années plus tard, donc en 2019, lui cause la pandémie que nous vivons toujours et avec lequel nous allons devoir probablement vivre pendant encore quelques mois, sinon quelques années. Donc, des complications pour l'enfant qui peuvent être prévenues par la vaccination, en sachant que le virus peut revenir à l'automne prochain. D'avoir un enfant pleinement vacciné avec ces 2 doses, ça peut prévenir ces complications à court terme, à long terme. Donc, il y a un bénéfice pour l'enfant à se faire vacciner. Prochaine diapositive. Mais il n'y a pas que pour l'enfant où c'est utile de se faire vacciner, il y a également son entourage.
On s'en est beaucoup aperçu avec l'arrivée de la 5e vague avec le variant Omicron. Ce sont beaucoup les enfants qui ont transmis et qui ont aidé à transmettre le virus dans les milieux familiaux, dans les garderies, dans les écoles et souvent les endroits où étaient concentrés les enfants étaient les endroits de contamination pour les enfants qui ramenaient à la maison le virus en question et qui pouvaient exposer d'autres personnes qui n'étaient soit pas vaccinées, on pense aux petits frères et aux petites sœurs de moins de 5 ans, on pense également aux adultes qui pouvaient souffrir d'une maladie chronique, par exemple. Donc, diabète, maladie pulmonaire, maladie cardiaque, etc., ou immunosuppression, dans le cas de parents qui pouvaient subir des traitements d'immunosuppression ou qui ont des maladies qui causent des immunosuppressions. Donc, premier bénéfice pour l'enfant lui-même. Deuxième bénéfice pour son entourage. L'enfant vacciné va moins excréter ou transmettre l'infection à son entourage et donc ça sert de barrière additionnelle à la protection de personnes vaccinées qui sont à risque, mais qui, avec cette barrière de l'entourage, vont avoir une double protection. Une protection directe par le vaccin, une protection indirecte par la vaccination des gens qui les entourent. Et c'est le cas des enfants en particulier, qui sont particulièrement à risque d'être exposés aux infections respiratoires en général et à celles-là en particulier. Donc, les enfants de moins de 5 ans, les personnes vulnérables, donc ça contribue à l'immunité collective et je ne vous cacherai pas qu'on est en train d'étudier présentement la possibilité même de vacciner les enfants préscolaires de 0 à 5 ans. Il y a des études qui se font présentement. On essaye de trouver le bon dosage qui va permettre d'avoir le produit utile pour les jeunes enfants de moins de 5 ans. Et c'est quelque chose qui risque de s'en venir et d'être intégré dans le programme québécois d'immunisation avec les autres vaccins que nous connaissons déjà et pour lesquels on recommande la vaccination des enfants en général. Donc, il y a là deux raisons additionnelles de faire vacciner. Le virus va persister, l'exposition peut être présente, il y a un bénéfice personnel pour l'enfant à être vacciné et il y a un bénéfice pour l'entourage des personnes qui pourraient être particulièrement exposées malgré le fait qu'ils aient pu être vaccinés. Voilà. Donc, pourquoi faire vacciner l'enfant? Maintenant, avec quoi est-ce qu'on va le vacciner? Avec un vaccin qui est autorisé pour les enfants de 5 à 11 ans, qu'on appelle le vaccin format pédiatrique du vaccin Pfizer, qu'on appelle le Comirnaty, qui est le seul vaccin autorisé au Canada pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, qui a ses caractéristiques particulières sur lesquelles je reviendrai. La première chose que je dois dire, c'est que les vaccins contre la COVID, et on l'a beaucoup lu, ça circulé dans les médias sociaux, on laissait croire que les vaccins contre la COVID, et particulièrement les vaccins à RNA messager, qu'on appelle, dont fait partie le vaccin Pfizer, de même que le vaccin Moderna, parce qu'il existe plusieurs formes de vaccins contre la COVID, mais ceux-là, c'est des vaccins qui sont faits à partir d'un RNA messager. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans quelques minutes. Ces vaccins-là ne sont pas expérimentaux. La technologie de production où on utilise le mRNA n'est pas nouvelle. Elle existe depuis une vingtaine d'années, mais c'est la première fois qu'on l'utilise à si grande échelle pour pouvoir produire ce vaccin-là et qui permet donc de pouvoir l'utiliser à grande échelle. Ce qui est important de dire d'un vaccin, c'est que ce n'est pas la maladie que l'on injecte. Ce qui protège contre le COVID, c'est ce qu'on appelle la spicule. Si vous avez vu une image d'un coronavirus qui cause la COVID, vous allez voir à la surface des petites baguettes, si je peux dire, qui permettent au virus de se fixer sur la cellule pour pénétrer dedans et la détruire éventuellement. Ce que fait le vaccin, c'est de produire uniquement cette baguette-là, ce qu'on appelle la spicule, pour pouvoir faire des anticorps contre cet antigène et permettre d'empêcher le virus dans son ensemble de se fixer sur les cellules. C'est ainsi qu'il protège contre l'infection. Et c'est pour cette raison-là que ce n'est pas la maladie qu'on injecte, bien au contraire, c'est uniquement ce qui permet de produire l'antigène, la spicule, et de produire des anticorps pour empêcher la fixation du virus. Ce n'est pas un vaccin expérimental. Les gens disent, ouais, ben, on l'a accepté à toute vitesse, donc on a dû tourner les coins ronds. La réponse, c'est non. C'est probablement de tous les vaccins, celui qui est maintenant le mieux connu et le mieux étudié. Au Québec seulement,
on a donné 18 millions de doses de vaccins, dont la très grande majorité sont des vaccins à RNA messager, qui est le standard maintenant reconnu internationalement pour protéger adéquatement contre la COVID. Donc, c'est un vaccin qui est extrêmement bien étudié. Donc, si c'est 18 millions au Québec seulement, je peux vous dire qu'on n'est pas loin d'1 milliard de doses utilisées à travers le monde. Donc, c'est quelque chose, c'est un des vaccins les mieux étudiés, les mieux connus, et d'autant mieux maintenant qu'on suit les patients qui sont injectés depuis les programmes de vaccination depuis décembre 2020, pardon. Donc depuis presque 1 an et demi. Et on observe, et je décriais comment tantôt, et on surveille les effets secondaires potentiels pour savoir effectivement si ces vaccins sont sécuritaires. Et la réponse, déjà, c'est oui. Donc, le vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans contient 3 fois moins d'antigènes que chez les adultes ou les jeunes de 12 ans et plus, et les adultes. C'est 10 microgrammes qu'on donne plutôt que 30 microgrammes. Et vous allez me dire, mais à ce moment-là, les enfants vont être moins bien protégés. La réponse est non. Ils sont aussi bien protégés, et ce n'est pas la première fois qu'on observe cette chose-là. Souvent, en très bas âge et avant l'âge de 10 ans, et encore plus avant l'âge de 5 ans, plus on diminue la quantité d'antigènes, les enfants répondent énormément bien au vaccin, beaucoup plus que les adultes. Et en diminuant les doses de vaccin, on atteint la même réponse optimale que chez l'adulte. Et ça a été bien mesuré en études expérimentales pré-mise en marché. Et le fait de pouvoir diminuer les doses a l'autre effet souhaité et souhaitable de procurer moins d'effets secondaires que si la quantité était supérieure. Ça risque d'être même une quantité encore plus petite chez les enfants de moins de 5 ans. Et c'est exactement ce qu'on a observé avec une autre maladie contre laquelle on vaccine les enfants depuis 1994, le vaccin contre l'hépatite B. Le vaccin qu'on donne chez les enfants contient beaucoup moins d'antigènes que chez l'adulte parce qu'ils répondent beaucoup mieux que l'adulte au vaccin. Donc, ça, c'est un principe général et on l'observe une fois de plus avec ce vaccin en particulier. Comment est-ce qu'on peut donner la protection maximale pour les enfants? Bien, de façon un peu analogue à l'adulte, avec 2 doses qu'on donne à au moins 8 semaines d'intervalle. On a intérêt parfois à distancer les doses. Et on a eu l'observé ici même au Québec, l'intérêt d'avoir distancé. Vous vous rappellerez quand on se demandait si on allait avoir assez de vaccins pour tout le monde au début de la campagne de vaccination au printemps de l'année passée. On avait décidé de vacciner le plus de monde possible. Donc, on avait distancé un peu la période entre les doses qu'on donnait aux adultes. C'est un peu la même chose pour les enfants et c'est souvent l'idéal de distancer un petit peu parce que le niveau d'anticorps procuré par la 2e dose et la même chose avec la 3e dose, le rappel qu'on a donné aux adultes récemment, il y a un intérêt à distancer les doses pour pouvoir atteindre des niveaux d'anticorps supérieurs. Donc, c'est un peu ce qu'on fait la même chose avec les enfants de 5 à 11 ans. On distance d'au moins 8 semaines, ça peut être un peu plus, mais un peu moins, ça donne un peu moins de niveau d'anticorps. Donc, on a intérêt à séparer et à respecter le calendrier régulier. Il n'y a jamais d'urgence à donner des doses supplémentaires rapidement, à moins vraiment d'être dans une situation exceptionnelle d'exposition avec un grand danger, ce qui n'est pas le cas chez les enfants de 5 à 11 ans et particulièrement pas dans la période que nous vivons présentement. Donc, diapositive suivante, on va décrire un peu plus le fonctionnement du vaccin. Donc, comme j'expliquais, les vaccins préparent le corps, donc ça, c'est un principe général de tous les vaccins, à se défendre contre le virus qu'ils pourraient rencontrer. Ils permettent à nos cellules de fabriquer la protéine S pour spicule, pour imiter l'apparence du virus et empêcher la fixation du virus sur les cellules. Notre système de défense s'entraîne à le reconnaître et fabrique des anticorps pour y réagir. Notre corps est prêt à nous défendre advenant une rencontre avec le vrai virus, qui est le SRAS-CoV-2. Et l'ARN du vaccin les détruit rapidement, il est éliminé. Donc, l'ARN messager, pour ceux qui ont fait de la biologie, c'est de l'acide ribonucléique et qui n'a le message génétique que pour le spicule et qui entre dans la cellule, il produit le spicule et il sort de la cellule, cet antigène-là, et il provoque la création d'anticorps. Donc, c'est ça qu'on cherche. Donc, le vaccin contre la COVID ne contient pas le virus entier, il ne cause pas la maladie, il ne permet pas de fabriquer le virus en entier, il ne peut pas donner la COVID, il ne la transmet pas non plus, il ne peut pas changer le code génétique
Et il n'y a aucun rapport avec le 5G et toutes ces choses-là, les mythes qui ont entouré et qu'on a lus sur les médias sociaux. Il n'y a aucun risque de ce côté-là. Diapositive suivante. Donc, ce qu'il faut savoir sur les vaccins et sur les effets secondaires des vaccins, c'est qu'ils sont sécuritaires. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on se base pour dire qu'ils sont sécuritaires? D'abord, pour les enfants de 5 à 11 ans, il y a eu des études cliniques, pré-mises en marché sur au moins 4000 enfants de ce groupe d'âge-là, avec un groupe contrôle pour voir, quand je dis un groupe contrôle, c'est qu'il y a un groupe qui recevait de l'eau, donc un produit inactif, et l'autre groupe recevait le vaccin. Et on a comparé les effets secondaires dans ces deux groupes pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop d'effets secondaires du côté du vaccin par rapport à donner de l'eau, par exemple. Ça, c'est une première chose. Une fois la mise en marche est faite, on a 3 systèmes de surveillance. Pas 1, pas 2, 3 systèmes. Le premier système, c'est ce qu'on appelle la surveillance passive. Vous avez un effet secondaire, vous en parlez à votre professionnel de la santé, bien, les effets secondaires, ce qu'on appelle les manifestations cliniques inhabituelles suite à une vaccination, c'est à déclaration obligatoire au Québec. Donc, toutes les directions de santé publique ont des équipes qui reçoivent ces déclarations et qui font enquête sur chacun des effets secondaires qui sont rapportés. Moi-même, j'ai fait ça ici dans la direction de santé publique des Laurentides pour la région des Laurentides et c'est fait dans les 18 régions du Québec. C'est fait également au niveau canadien. Et c'est fait également au niveau international. Il y a un système qui existe aux États-Unis, en Europe, en France, et tous ces systèmes partagent entre eux l'information. Donc, on a des informations sur des millions de doses qui sont administrées. Ça, c'est le premier système, c'est ce qu'on appelle le système passif. Le deuxième système, c'est un système actif, parce que peut-être qu'on manque des choses et que tout n'est pas déclaré. Donc, on a ajouté ça, et c'est une équipe qui est dirigée au Québec par le Dr Gaston Dessert, l'Institut national de santé publique, avec son équipe à l'Université Laval, où on a identifié 2000 personnes qui n'étaient pas vaccinées au début, qui sont vaccinées et qu'on rejoint et qu'on suit tout au long de leur calendrier de vaccination pour s'enquérir auprès d'eux s'ils ont des effets secondaires. Donc, on cherche activement s'ils ont des effets secondaires. Et le troisième système, c'est un système qui rejoint tous les hôpitaux pédiatriques à travers le Canada, un système qui existe depuis le milieu des années 1990 et où on engage des infirmières où, à la suite d'une hospitalisation, on recherche dans certains cas, chez des patients qui ont des symptômes qui sont associables à la vaccination, s'il y a eu un vaccin récemment. Et s'il y a eu un vaccin récemment, on fait des enquêtes pour s'assurer que la raison de l'hospitalisation est due ou non au vaccin. Donc, 3 systèmes qui nous permettent de dire avec beaucoup de sécurité que ces vaccins-là sont sécuritaires, n'ont pas causé de décès jusqu'à maintenant et nous permettent donc d'être rassurés et de contrebalancer les effets secondaires qu'on peut observer et qui sont temporaires généralement avec les effets secondaires graves de la maladie elle-même. Parce que de choisir de vacciner, c'est de choisir entre un effet secondaire possible dû au vaccin, mais surtout contrer et prévenir les effets causés par la maladie elle-même. Ce qu'on retrouve le plus souvent dans tous ces systèmes, c'est des effets secondaires locaux au site d'injection. C'est normal quand c'est un traumatisme de faire une injection avec une aiguille dans une épaule. Et donc, ça peut causer dans les 24-48 heures de la douleur, de la rougeur, parfois de l'enflure, parfois une enflure un peu trop grave, parfois même des infections locales qu'on peut traiter avec des antibiotiques, mais qui sont réversibles dans tous les cas. Ce qu'on observe plus rarement, c'est de la fièvre, ça peut arriver. C'est des symptômes qu'on observe non seulement avec ce vaccin-là, mais qu'on observe également pour tous les parents qui ont eu des enfants qui ont atteint l'âge de 5 ans avec d'autres vaccins qui ont été utilisés dans le passé ou qui sont encore utilisés maintenant. Et c'est des symptômes analogues, généralement associés au fait qu'on injecte un produit dans un bras. Il n'y a pas d'effet secondaire grave rapporté dans les études cliniques jusqu'à maintenant. Dans les programmes de surveillance, ce qu'on a observé et ce qui a peut-être un peu inquiété, et ça on le voit dans l'avant-dernier PICO, l'inflammation du cœur, on a observé particulièrement après la deuxième dose chez les enfants de 12 à 17 ans, une augmentation de ce qu'on appelle des myocardites ou des péricardites. Une myocardite, c'est une inflammation du cœur, du muscle cardiaque lui-même. Et la péricardite, c'est qu'il y a une enveloppe autour du cœur qu'on appelle le péricarde qui peut également s'inflammer. Dans les cas qui sont survenus après la vaccination, on a observé une réversibilité, c'est qu'il n'y a eu aucune séquelle qui est survenue à la suite de ces événements-là.
Et ce qu'on a observé également, c'est que c'était surtout présent avec le vaccin RNA de Moderna, où la quantité d'antigènes utilisée après 12 ans est de 100 microgrammes et non pas 30 microgrammes comme on l'a avec le Pfizer. Donc, on recommande dans ces cas-là maintenant, en bas de 30 ans, d'utiliser le vaccin de Pfizer. Mais dans le cas des enfants de 5 à 11 ans, c'est 10 microgrammes. Donc, c'est encore plus bas. Et on a eu quelques cas, moins de 10, de myocardite qui sont survenus sur plus de 700 000 doses qui ont été données dans ce groupe d'âge. Donc, au Québec, et puis j'ai les chiffres justement de vendredi dernier, on a eu 144 déclarations pour tous les effets secondaires après 700 000 doses. Donc, c'est pour vous dire que ces effets-là sont rares. Et de tous ces cas-là, 144 déclarations, la majorité sont rentrées dans l'ordre spontanément et il n'y a eu que 13 hospitalisations. Déjà en partant, juste avec l'Omicron, il y a eu des dizaines d'hospitalisations en milieu pédiatrique à cause de la maladie elle-même. Donc, tout ceci pour vous dire que nous avons les connaissances, nous les suivons, les conditions sont réversibles et donc le bénéfice de la vaccination compense largement les inconvénients. Dernière diapositive. Donc, la question maintenant, c'est à quel moment doit-on faire vacciner son enfant? Alors, parce que la COVID a beaucoup circulé en décembre et janvier, une des questions qui est souvent posée, c'est bien, mon enfant a fait la COVID, est-ce que je devrais le vacciner ou non? Alors, deux situations. Où l'enfant n'a pas fait la COVID, alors dans ces cas-là, la réponse est très simple. On le vaccine dès que possible avec la première dose et 8 semaines plus tard, on lui donne sa deuxième. Ça peut être un petit peu plus tard selon les calendriers et les disponibilités qui sont offertes. Alors, ça, c'est la réponse simple. Pour les enfants qui ont fait la COVID, généralement, on va recommander, alors, soit qu'il a fait la COVID avant de recevoir sa première dose. Donc, si ça fait plus de 21 jours qu'il a fait la COVID et qu'il a eu son diagnostic, non pas par les tests rapides qui sont disponibles dans les pharmacies, mais dans un centre de dépistage avec le PCR, c'est uniquement ces tests-là qui sont fiables à 100 %. Les tests rapides ont une fiabilité plus ou moins bonne. Ça dépend de la circulation du virus, ça dépend d'un tas de facteurs. Mais généralement, les recommandations sont basées sur la présence d'un PCR. Donc, s'il y a eu un PCR plus de 21 jours, il n'aurait besoin que d'une seule dose avec le vaccin pédiatrique contre la COVID plus tard. Si ça fait moins de 21 jours avant la première dose, il a besoin de sa deuxième dose 8 semaines après la première, comme d'habitude. Maintenant, il reçoit sa première dose, il fait sa COVID entre les deux doses. Ce qu'on recommande, c'est d'attendre la COVID, d'attendre 3 mois après l'épisode de COVID confirmé par le PCR avant de donner la deuxième dose. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une dose après avoir fait la COVID? Alors, le hasard fait que hier, les CDC d'Atlanta, ce qu'on appelle le Centre de contrôle des maladies infectieuses aux États-Unis, recommande, et le Canada est d'accord avec ça aussi, recommande que même si on fait la COVID, on devrait quand même avoir la vaccination après pour s'assurer d'avoir la protection adéquate contre toutes les souches de COVID, parce que malheureusement, la COVID peut être attrapée plus d'une fois. Et on a de plus en plus de cas de réinfection dus à la COVID à cause des différentes variantes. Donc, quelqu'un peut avoir fait le variant Delta et avoir refait quelques semaines plus tard le variant Omicron, par exemple. Et on n'est pas à l'abri d'avoir un autre variant éventuellement qui puisse circuler. Donc, il faut avoir en tête que d'avoir la vaccination, c'est utile. Maintenant, est-ce que comme pour les adultes, les enfants de 5 à 11 ans doivent avoir une dose de rappel après avoir reçu les 2 premières? Pour le moment, il est trop tôt pour le dire et possiblement qu'il pourrait y en avoir besoin. On peut présumer de rien dans l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer à l'automne prochain. Mais si c'était le cas, ce serait utile quand même d'avoir eu les 2 premières doses et on décidera d'avoir le vaccin qui sera utile à ce moment-là. Actuellement, l'OMS a mis sur pied un groupe de travail qui va permettre de mettre à jour le contenu des vaccins pour essayer, à l'instar des vaccins contre la grippe, vous savez que pour la grippe, on doit se faire vacciner à tous les ans parce que les souches circulantes changent à chaque année et la composition même du vaccin change à chaque année. Ce modèle-là va être très semblable dans le cas de la COVID. Il est très possible qu'il y ait des nouvelles générations de vaccins qui fassent en sorte que la protection va être plus à jour avec les variants circulants. Donc, c'est possible à ce moment-là d'avoir cela.
Mais dans le cas des enfants, ce serait peut-être bon pour le moment d'attendre d'avoir ces nouveaux variants et les recommandations des groupes consultatifs avant d'aller plus loin. Alors, dernière diapositive de mon côté. Alors, en résumé, si votre enfant à gauche sur votre écran, si votre enfant n'a jamais fait la COVID, première dose le plus vite possible, deuxième dose 8 semaines plus tard. Et s'il a fait la COVID, ben, ça dépend si ça a été confirmé par le PCR ou non. S'il a fait sa COVID au moins 3 semaines avant sa première dose, il a besoin seulement d'une dose. Mais dans tous les autres scénarios, il devrait avoir 2 doses de vaccin en respectant un intervalle généralement de 8 à 12 semaines. Voilà. Alors, je passe maintenant la parole à Mme Beaulieu qui va vous parler de façon plus concrète comment préparer les enfants à recevoir leur dose de vaccin. Oui, dans le fond, nous, l'important pour un enfant qui se fait vacciner, c'est d'avoir une belle expérience. Dans le fond, avoir une belle expérience, ça permet de pouvoir diminuer son anxiété puis diminuer la douleur. Comment peut-on bien préparer son enfant? La préparation, elle se fait en amont. Elle se fait avant la journée de vaccination. Vous pouvez prendre un moment avec lui pour discuter un peu de ses inquiétudes, qu'est-ce qui envisage. Est-ce qu'il a déjà vécu ce moment-là? Et puis, il y a une possibilité de pouvoir faire des vidéos, de lui montrer des vidéos. On a sur notre site Internet des vidéos explicatives là, qui pourraient démontrer comment se déroule la vaccination chez les enfants. Et puis, ça facilite un peu la diminution de l'anxiété chez l'enfant. Ensuite, il y a possibilité aussi de faire choisir peut-être à l'enfant, si les parents sont à l'aise avec cette façon de faire-là, de faire choisir si c'est papa ou maman qui l'accompagne à la vaccination. Des fois, il y a certains enfants qui sont plus à l'aise avec un parent ou il y a un parent qui est moins anxieux par rapport à ça. Donc, ça permet de diminuer cette nervosité-là chez l'enfant. Ensuite, la journée de la vaccination, c'est important. Vous pouvez offrir une collation au préalable ou au moins que l'enfant ait bien mangé. Des fois, ça facilite la vaccination puis l'expérience quand l'enfant n'a pas eu à attendre de pouvoir manger. Ensuite, c'est important d'adopter une attitude calme et rassurante. Comme je disais précédemment, si le parent est anxieux, ça va faire augmenter l'anxiété chez l'enfant. Ensuite, nous avons le langage à éviter pour diminuer la peur. C'est important de ne pas dire à l'enfant que ça ne fera pas mal, que ça va aller vite. Dans le fond, c'est important d'être honnête avec lui, de lui mentionner qu'il va avoir un pincement ou il va avoir une petite poussée pendant quelques secondes, qu'il se peut qu'il y ait de la douleur, mais il y a des moyens pour faire diminuer ça, dont la possibilité d'apporter des jouets ou vous avez la possibilité en centre de vaccination, on a adapté nos centres de vaccination pour la COVID afin de faciliter le tout chez les enfants. On a des affiches, des cherche et trouve qu'on peut remettre aux enfants, mais l'enfant peut apporter des jouets ou même une tablette, une vidéo. C'est permis sur le site afin de pouvoir concentrer leur anxiété ou leur préoccupation sur autre chose pendant que la vaccination a lieu. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire ou puis même lui demander de choisir un jouet afin de pouvoir apporter lors de sa vaccination. Quoi apporter le jour de la vaccination aussi? C'est important si l'enfant va se faire vacciner avec quelqu'un d'autre que le parent ou le tuteur légal. Par exemple, si l'enfant va se faire vacciner avec un grand-parent, on a des formulaires de consentement à faire signer au préalable.
par le parent légalement. Parce qu'en centre de vaccination, on n'a pas l'autorisation de vacciner un enfant si le parent ne nous autorise pas le consentement. Donc, les consentements doivent être faits par les parents mêmes ou le tuteur, mais il y a une possibilité de signer un formulaire à cet effet-là. Ensuite, afin de faciliter aussi le confort des enfants, de mettre un chandail confortable. On n'y pense pas toujours, mais des fois, si les enfants, une petite fille a une petite robe ou peu importe, ben rendu à la vaccination, si on n'a pas l'accès au bras facilement, ben ça demande de dénuder un peu les enfants et ça crée peut-être un malaise puis une mauvaise expérience par rapport à la vaccination. Que c'est important de favoriser peut-être le vêtement qui sera utilisé cette journée de vaccination-là. Ensuite, pour diminuer la douleur, c'est certain qu'il y a des méthodes non pharmacologiques qu'on appelle. Il y a la technique de relaxation, respiration. On peut faire des respirations chez notre enfant. Il y a des belles vidéos là, sur YouTube à cet effet-là. Ensuite, comme je vous le mentionnais précédemment, d'apporter un objet intéressant, réconfortant pour l'enfant. Ça peut être un toutou, ça peut être une doudou. Dans le fond, ce que l'enfant a envie d'apporter puis qui va pouvoir permettre une distraction à cet effet-là. Et ensuite, on a le gel anesthésique local. C'est vraiment ça au besoin. Tous les enfants n'ont pas nécessairement besoin de ce gel-là. Faut juste comprendre que ce gel-là ne s'applique pas à la dernière minute. Ça se prend en pharmacie. Ce gel-là, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit appliqué 30 à 45 minutes avant la vaccination. Donc, peut-être voir avec la pharmacie, le pharmacien, là, la façon, si vraiment votre enfant a besoin de ce gel-là, mais sachez que c'est une possibilité pour diminuer la douleur également. Ensuite, notre dernier diaporama, c'est concernant le lieu de faire vacciner notre enfant et la possibilité de prendre un rendez-vous. Sachez qu'actuellement, pour les enfants, on a l'accès avec ou sans rendez-vous et considérant qu'on a des heures variables d'un centre à l'autre, nous vous invitons à visiter notre site Santé des Laurentides afin de connaître les heures d'ouverture et nos emplacements pour les sites de vaccination. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, vous pouvez les écrire directement dans le fil de discussion. On va pouvoir en prendre connaissance. Alors, j'ai une question concernant le consentement des parents pour la vaccination. Est-ce que ça prend l'autorisation des deux parents ou celle d'un seul parent suffit? Que se passe-t-il lorsque les deux parents ne s'entendent pas sur la vaccination? Alors, je vous laisse répondre, chers panélistes. Veux-tu répondre, Catherine? Ou, Oui, je peux répondre. En tant que tel, les deux parents, habituellement, il faut qu'ils s'entendent au préalable. La décision ne se prend pas en centre de vaccination. C'est des discussions qui doivent être faites au préalable sans l'enfant en tant que tel. Là. Vous avez à déterminer ce désir-là ou pas, ou vos points, mais lors de la vaccination, on prend le consentement du parent qui est avec l'enfant. Donc, on vous invite fortement. C'est certain que si on a l'information que les deux parents sont en désaccord, tous les sites de vaccination vont vous inviter, les professionnels vont vous inviter à revoir votre positionnement par rapport à ça. Ça nous prend l'accord des deux parents. Juste peut-être en complément, il y a eu des cas qui sont allés devant la Cour et la Cour a toujours donné raison aux parents qui voulaient faire vacciner l'enfant. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de personnes qui voudraient intervenir dans le fil de discussion?
Docteur Robert, en complément d'information, moi, j'irais d'une question qu'on avait déjà eue au préalable, à savoir si mon enfant a déjà eu la COVID, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire vacciner? Comme je le disais dans la présentation, les organismes officiels le recommandent fortement. Généralement, au moins 3 mois après avoir fait l'épisode de COVID documenté, avec la première dose s'il ne l'avait pas déjà reçu, et avec la deuxième dose au moins 8 semaines plus tard. Comme je l'expliquais, l'objectif, c'est de pouvoir stimuler la réponse immunitaire. Ce qu'on sait, c'est qu'après avoir fait la COVID, les anticorps protègent en général pendant les 3 premiers mois, mais ça diminue rapidement par la suite. Donc, de donner ces doses-là supplémentaires maintiennent élevé le niveau d'anticorps et permettent en plus, et ça a été largement démontré avec le Micron, qu'avec 3 doses, alors dans ce cas-ci, la maladie plus 2 doses, qui fait 3 expositions, si je peux dire, au virus, ça permet donc de très bien protéger contre des nouveaux variants, notamment Omicron et en particulier Omicron. On sait qu'avec 3 doses, et c'est la raison pour laquelle on donnait un rappel aux adultes d'ailleurs qui avaient reçu 2 doses antérieurement, le niveau de protection passait d'à peu près 70 à 90 contre la souche Omicron. Donc, il y a un intérêt clair à avoir une vaccination, même si on a fait la COVID. Excellent. Une dernière question aussi, avant de peut-être clôturer le tout, s'il n'y a pas d'autres questions dans le fil de discussion. Si mon enfant a des allergies, est-ce qu'il peut être allergique au vaccin? Je vous dirais que les composantes allergiques, c'est un des effets secondaires qu'on a observés. La plupart du temps, ce que l'on craint généralement après la vaccination, c'est les allergies de type immédiat. Mais on en a eu très, très peu. Et même les gens qui avaient eu des réponses allergiques relativement rapides, on les a dirigés vers des allergistes. Il y a des personnes, beaucoup de patients, surtout les adultes, qui ont reçu leur dose sous la supervision d'un allergiste. Et dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas eu de complications par la suite. Donc, même avec une histoire qu'on dit d'atopie, c'est-à-dire d'allergie personnelle, il n'y a pas de contre-indication formelle à recevoir une première dose. S'il y a vraiment eu autant antérieurement des réactions allergiques à d'autres vaccins, ce serait important d'en informer le professionnel de la santé pour qu'on puisse prendre des mesures appropriées et, par exemple, pouvoir faire un traitement de réaction anaphylactique si cela survenait. Généralement, on connaît ces histoires-là. Les parents le connaissent, en particulier pour leurs enfants, et donc de le mentionner aux professionnels de la santé, ça permet de donner l'encadrement approprié avant de donner ces doses-là. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est quelle est la possibilité, surtout pour les enfants qui ont des maladies chroniques, quelle est la possibilité qu'ils aient des complications avec la COVID, et c'est toujours le choix et la balance entre les risques et les bénéfices qu'on doit faire avec une décision individuelle. Merci, Dr. Robert. Je ne vois pas d'autres questions dans le fil de discussion, donc je laisserai la parole à Mme Nancy Galland pour le mot de la fin. Alors, nous espérons que cette présentation a pu répondre à certaines de vos interrogations et vous permettre peut-être l'objectif pour nous est toujours de vous permettre de prendre une décision éclairée, d'aller valider un petit peu l'ensemble de vos perceptions par rapport à la vaccination. Sachez que nous sommes disponibles pour vous accueillir et que, comme Catherine l'a bien mentionné, on adapte notre intervention lorsqu'il s'agit d'enfants. On prend le temps, on accompagne l'enfant. Alors, soyez confiants que vous aurez un service, je vous dirais, très adapté aux besoins de votre enfant et même lorsqu'on a des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, on peut vraiment adapter l'ensemble de notre approche, de nos interventions pour faire en sorte que cette expérience-là se passe le mieux possible. Alors, je remercie Dr. Robert et Catherine Beaulieu de s'être gentiment prêté à cette présentation et je vous souhaite sur ce une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.